Pour les pauvres moldus qui n'auraient pas eu la chance de te découvrir, Ouais. qui es-tu? Alors, pour ceux qui ont la chance de me découvrir, je suis Caroline, je suis entrepreneur, principalement dans la tech. Et mon dada, c'est le marketing. J'adore ça. De base, j'ai fait ça parce que avant d'aimer le marketing et avant d'aimer les algos, j'aimais profondément les humains. Et du coup, j'ai tout de suite été fascinée par la psychologie, les biais cognitifs, même dans l'art finalement. Qu'est-ce qui fait que les choses, elles nous touchent? Qu'est-ce qui fait que les choses, elles nous font réagir? Qu'est-ce qui fait que les choses, elles rendent notre vie plus belle ou elles nous irritent parfois? Et du coup, je suis arrivée un petit peu par hasard, par rebond, dans le métier du digital marketing. J'ai passé 8 ans aux États-Unis. Et là, en fait, ma trajectoire, c'était vraiment hyper grosse parce que toutes les marques pour lesquelles j'ai bossé, c'était des marques françaises qui pénétraient le marché états-unien en pensant qu'ils allaient y arriver avec les mêmes budgets que le marché français. Et du coup, je bossais avec très très peu de budget et j'avais des objectifs assez hauts et ça m'a donné vraiment la fièvre du marketing de performance. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans, donc spécialisée en publicité, un modèle abject que je refuse maintenant. Et du coup, à mon retour en France, je me suis dit, mais en fait, la publicité, c'est genre le pire schéma de la Terre, parce que quand tu réfléchis, c'est une régie qui vend à tout le monde trop cher et qui nous met en compétition les uns contre les autres pour acheter des audiences qui sont déjà chez le voisin. Donc j'ai lancé ma première boîte dans le partenariat. Et après, c'est un peu comme les tatouages. Quand tu commences à goûter à l'entrepreneuriat, j'ai lancé une boîte, puis deux, puis trois, puis quatre, et on aura l'occasion d'en parler. Mais moi, mon postulat un peu controversé, c'est que finalement, les boîtes, c'est un peu comme les enfants. Entre en avoir un et en avoir quatre, c'est un petit peu pareil. Ah, c'est énorme. Ok, merci Caro, c'était la meilleure intro que j'ai jamais fait, incroyable. Comme vous l'entendez, chers auditeurs, on a une personnage, un énergumène qui est habitué à l'oration, en tout cas leur oratoire, à intervenir sur des différents podcasts. On pourra en reparler évidemment. Tu nous as dit que tu avais 4 boîtes, on est déjà parti dans tous les sens, Caro. Comment on commence? Alors, c'est parti. 4 boîtes. 8 ans aux États-Unis. D'abord, j'ai envie de te taquiner un petit peu. Le marketing, c'est pas un peu le truc qui rend juste les choses belles? Non, justement, je pense que le marketing, en fait, c'est la meilleure école pour faire de l'entrepreneuriat. Ok. Et souvent, on m'a dit, mais en fait, tu dis que tu n'as jamais été entrepreneur, mais tu as fait que de l'entrepreneuriat. C'est vrai que je lançais des boîtes sur le marché. Et en fait, l'entrepreneuriat, finalement, c'est ça. C'est analyser le besoin, comprendre les tendancologies, qu'est-ce qui agite les gens, qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui fait peur aussi aux gens. Et quelque part, c'est comment est-ce que tu peux créer une boîte qui automatiquement résout le besoin des gens. Et c'est, tu vois, la meilleure devise sur l'entrepreneuriat, c'est YC qui dit, faites quelque chose que les gens veulent. Point barre. Mais ça pourrait être aussi la devise du marketing. Ah, c'est intéressant. Et je te retaquine encore une fois. La grosse, j'ai l'impression que c'était le truc un peu à la mode il y a 4, 5, 6 ans. D'ailleurs, moi-même, mon premier job en alternance, c'était Head of Growth Mais non, d'une tu startup. devais être le premier des Mohicans. J'étais le premier gros, le seul gros, c'est Head of de moi-même surtout, Oui. et alternant du coup. C'était une catastrophe. Alternant growth, Mais déjà, j'ai jamais compris. non, mais je ne savais même pas ce que je Ouais. faisais, hein. Donc en vrai, je me suis retrouvé à lancer des pages web, finalement, ou des newsletters, tu vois. Ouais. C'était bien, hein, j'ai appris plein de trucs, mais pour autant, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que c'est toujours un peu à la mode? Il y avait ce côté un peu piraterie au démarrage. Ouais. On l'a gardé Alors ça? justement, c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce sujet-là, parce Ouais, qu'en fait, j'ai tellement changé de métier bah ouais. ces 3 dernières années. Pour moi, il y a un truc qui m'a étonnée sur la nouvelle tendance growth en France, c'est qu'en fait, maintenant, tu as des alternants growth. Pour moi, c'est une aberration. En fait, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers de ces sujets, moi, le growth, en tout cas, tel que il m'a été inculqué aux US, c'est juste la meilleure façon de faire du marketing, c'est-à-dire on apprend sur le terrain et surtout, c'est l'art de... tu sais, on va dire souvent que le marketing, c'est toujours vendre plus. En fait, s'il y a une partie frugale dans le marketing, c'est le growth. Parce qu'en fait, tu fais attention à chaque centime, tu dépenses pas ce que tu n'as pas gagné. Et en fait, c'est une approche hyper itérative, basée sur le terrain, qui contre un peu les instincts, qui contre un peu les, comment ça s'appelle, les marronniers, tous les préjugés que j'avais sur le marketing avant de commencer à faire du growth, ils ont éclaté en morceaux. Tu vois, moi, on m'avait appris à faire des sauts, des trucs comme ça. Ouais. Et puis tout d'un coup, en fait, tu génères des campagnes publicitaires et tu vois tout de suite là où l'offre elle rencontre la demande. Tu comprends en fait qu'est-ce qui véhicule une émotion, qu'est-ce qui fait que là on a envie d'un truc, qu'est-ce qui fait qu'une expérience elle est belle et parfois elle est ratée. Donc en fait le marketing et le growth c'est maîtriser toute la chaîne de valeur. Et là où je pose vraiment une question et je suis désolée parce que ça fait un peu réac, mais un alternant growth, ce n'est pas possible. En fait, tu deviens un bon growth quand tu es à l'aise sur toutes les verticales. Et pour moi, c'est au bout de peut-être 4-5 ans que tu peux vraiment dire je suis growth en fait. Parce que tu as fait de l'ads, tu es très bon en organique aussi, tu sais gérer l'inbound, l'outbound. Et en fait, pour moi, le growth, c'est juste
connecting the dots. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, tu vas être capable, un peu comme un médecin généraliste, de dire, OK, là, il y a un problème, il y a une baisse de la croissance. Qui est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir les RP? Est-ce que je vais voir le product? Est-ce que, en fait, c'est toi qui es un peu le sondeur de l'entreprise, et derrière, tu vas renvoyer les gens vers les bons spécialistes. Mais si tu maîtrises pas un petit peu au moins, c'est l'ADN du T-Shape, si tu maîtrises pas un petit peu au moins chaque thématique, t'es mort. Donc, un alternant growth, je me dis, mais tu devais être malheureux comme une pierre. Ouais, c'était horrible. C'était horrible. J'en ai pas encore parlé sur ce podcast, mais c'était vraiment le pire expérience professionnelle. Et je leur fais un petit coucou. Je ne citerai pas, non, je ne citerai pas. Ne me force pas, Razers. Allez voir sur son LinkedIn. Oh, il va nous faire un post tire-larme sur LinkedIn demain. Attention. Plein de likes, s'il vous plaît, je vous en supplie, chers followers. Ok, on a parlé pas mal du boulot. En fait, le sujet du podcast, là, ça va être vraiment de parler plus de toi que de ce que tu produis sur tes différents podcasts, contenus, etc. Parce que ça, on peut le trouver en fait en ligne. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un peu toi, Caro, tu vois. Et donc, j'ai envie de te poser une première question, c'est finalement, c'est quoi le système que tu as envie de partager aux auditeurs? Tu as 4 boîtes, tu as une newsletter, un podcast qui cartonne, etc. Comment tu fais, quoi? Pour moi, le bon système, c'est celui qui te permet toujours d'être libre, d'aller à ton étape d'après. Et en fait, là où pour moi, les entrepreneurs se noient, entre guillemets, dans un verre d'eau parfois, c'est dans le côté, en fait, je passe tellement de temps à produire que j'ai plus le temps de penser. Donc, je pense que le bon système qu'on pourrait partager aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, par exemple, sur un an, je vais m'organiser pour avoir à la fois le temps de tester. Donc ça, pour moi, le test, c'est la première étape. Et en général, j'intellectualise très peu à ce moment-là. Et souvent, ça, c'est un truc, tu vois, les gens en font limite parfois, on a l'impression que c'est un peu un mythe et que je calcule chaque détail. Ouais. Et en fait, dans la période de test, c'est la mentalité chien fou. Je vais partout et surtout, tu sais, c'est très socratique. Je me dis, je sais que je sais rien et j'essaye de désapprendre tout ce qu'on m'a appris. Même si j'ai fait un truc sur une autre brand ou un truc comme ça, si j'ai vu quelque chose qui a bien marché, je me dis là, il faut que je sois complètement agnostique. Qu'est-ce que je peux tester? Et je vais même te dire un truc qui m'a pas mal aidé, c'est parfois de sortir un peu la tête de mon business model et de ce que je fais actuellement et me dire là, si je devais penser par exemple une stratégie de pricing, si je vois qu'il y a un truc qui va pas et que ça stagne, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus éclaté ou de plus fou sur mon pricing? Parce qu'en fait, me poser ces questions et aller volontairement en fait polariser mes opinions, ça va me permettre de sortir des sentiers battus de justement ma zone de confort et là où l'opinion est communément admise. Et tu vois, typiquement sur le podcast, si j'avais monétisé au CPM, j'aurais jamais créé un studio de prod. Je serais encore en train de compter les centimes. Monétiser au CPM, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait, tu as un prix toutes les 1000 écoutes. Et en moyenne, même un podcast qui est assez suffisamment niché, assez spécifique, tu vas être entre 70 et 130 du CPM. Autrement dit, si tu n'as pas déjà un méga podcast, tu es mort. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de podcasteurs, et je ne sais pas si on en avait parlé à l'époque, mais beaucoup de podcasteurs stagnaient et disaient je suis les conseils de un tel qui m'a dit qu'il fallait 3 ans pour monétiser un podcast. En fait, on s'empêche d'explorer parce que tout le monde a entendu, lu ou a ses propres standards. Donc parfois, me poser la question pendant ma période de test, qu'est-ce que je pourrais faire de plus éclaté, genre le truc le plus nul ou le truc le plus fou? Eh ben, ça m'aide à trouver des concepts où les gens disent en fait, c'est nouveau. Et c'est rare de trouver des nouveaux concepts. Ouais. Donc ça, c'est la phase 1, la phase de test. Ok, ça te permet d'éviter les angles morts. Et du coup, je fais pas mal de liens. On en parlait un petit peu en off avant de record. Du coup, tu fais plein de tests. Et en fait, au démarrage, tu me disais, moi, je teste pas grand-chose. Enfin, en tout cas, j'explore pas grand-chose. Je suis pas très organisé, etc. On en reparlera. Mais tu vois, j'ai dit ça ou l'inverse? J'ai dit l'inverse, non? Non, t'as dit, je suis pas ultra précise. Ça m'arrive d'être en retard, etc. Tu vois, genre, je suis pas ultra organisé. Mais il dit ça parce que vous savez pourquoi il dit ça? Parce que j'ai eu 4 minutes de retard et je suis arrivée. Il a dit c'est la première fois qu'on est en retard à un rendez-vous. On a osé me faire ça, Caroline. Et du coup, j'ai dit mais ça c'est pas du retard. 4 minutes pour moi c'est limite de l'avance. Et du coup maintenant il a traduit ça. Vous avez vu un peu le delta? Il a traduit ça en oui toi qui est complètement désorganisé voire chaotique. Toi qui oses parler de productivité, Caroline. Oh là là, la drama queen, très bien. Je me tiens à Caro. Non mais chez moi on appelle ça le quart d'heure charentais. Donc t'inquiète. Franchement, moi c'est plutôt la demi-heure charentaise d'ailleurs. Je dis ça en fait surtout parce que tu as une Oura Ring, tu as testé des accessoires qui te permettent de traquer un petit peu ta santé, etc. Je suis sûr qu'on parle de ça. Je sais de sources très sûres que tu as entrepris plusieurs jeûnes, je crois. Et donc moi je suis ultra curieux des trucs comme ça, tu vois, genre
forcément, on est en plein dedans, quoi. Moi-même, je teste plein de choses sur moi. Il y a Ouais. des choses que je vais garder, des choses que je vais laisser. Enfin, c'est quoi ton process un peu pour tester sur toi-même les choses qui te font du bien et d'évincer potentiellement ce que tu kiffes pas, quoi. Alors, la première chose, c'est que tu vois, dans cette phase de test, Ouais. en général, je me refuse pas grand-chose. Moi, je suis hyper curieuse de nature, donc je teste énormément, souvent trop, en tout cas, trop au goût des autres. Ok. Mais effectivement, comment est-ce que je suis arrivée dans le jeûne? C'est Caro Jurado déjà qui t'en a parlé et je l'embrasse. Et justement, on va faire un jeûne ensemble début mars, donc dans pas longtemps. J'ai commencé par faire confiance à un concept que j'avais tout simplement envie d'éprouver par moi-même parce que j'avais lu tout et n'importe quoi. Et moi, ma mentalité à chaque fois, c'est que j'ai rarement les mêmes insights que les autres. Donc, j'ai appris depuis très jeune à pas me fier trop au on-dit. Donc, tu vois, typiquement, le jeûne, si je regarde les retours que j'en avais eus, c'était un truc un peu d'hérétique. C'était un truc parfois un peu radical. Mhm. Et quand tu lis les reviews en ligne, tu as des gens qui disent oui, c'est très dur, faut vraiment lutter contre soi-même. Et attention, au troisième jour, la migraine vous emporte, on peut rien faire. Et moi, en fait, pendant mes cures de jeûne, la première peut-être pas, mais la deuxième, j'arrivais déjà à travailler. Enfin, t'as pas bonne mine, mais tu arrives honnêtement à travailler, je vais pas dire à temps plein, mais enfin faire un 9h-18 Ok. complètement convenablement. Donc déjà, il faut se méfier toujours des avis des autres. En général, c'est un peu gonflé, tu vois, c'est un peu l'effet Fox News. Donc moi, je fais très attention à ça. Et effectivement, sur la partie jeune, j'avais entendu des trucs bizarres et je me suis dit, bah, le meilleur moyen, c'est de tester. Et j'ai été assez bluffée. Donc j'ai fait ça avec une nana de confiance qui m'a tout simplement dit écoute, j'adore tes publications LinkedIn, j'ai créé un endroit de jeûne, je suis naturopathe depuis 10 ans et du coup j'aimerais t'inviter à passer un week-end là-bas et parler de l'expérience si elle te plaît. Énorme. Et moi, là, je me dis, yalla, c'est parti. Et j'ai toujours un peu le côté lettre de Poudlard. Tu vois, Ok. quand un truc Ah, m'arrive c'est comme ça, énorme. je me dis, j'étais en conf avec des étudiants et je leur ai dit un truc que j'avais jamais intellectualisé. Je leur ai dit, quand il y a un truc quand il y a un concept qui te plaît et qui t'attire, c'est une partie de toi-même qui frappe à la porte. C'est qu'il y a un truc intérieurement, t'es dérangé, t'es agité, c'est qu'il y a un truc. Donc faut creuser, faut le faire. Tu vois, comme des copines qui me disent ouais, en ce moment je pense vachement à genre le saut à l'élastique. Bah alors là, il y a une partie de toi qui frappe à la porte, vas-y, tu vois. S'il y a un truc où t'arrêtes pas, tu sens que t'as une pensée obsessionnelle, pour moi, faut y aller. Hmm. Dans tous les cas, ça va te rattraper et ça veut dire qu'il y a une exploration qui t'attend. Et j'y suis allée et c'est assez impressionnant à quel point le jeûne te permet de reset tes pensées. C'est-à-dire si vous êtes par exemple un peu surmené, si vous avez, tu vois, moi, le mois de septembre, j'ai fini sur les rotules parce que j'ai pas su dire non comme d'hab, donc j'ai pris contrat. Et à la fin, en fait, j'étais retard, mais pas des retards de 4 minutes. Hein. Toi, t'aurais pété un câble. Hein. Et pour le coup, Tout le temps en retard en plus. C'est une catastrophe. C'est moi qui dis ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, je te jure. En tout cas, tu vois, le moment où vous vous sentez un peu essoré, pressurisé, paradoxalement, quand on peut, la doxa ambiante va nous dire, bah, en fait, c'est le moment où il faut bien te nourrir, Manger prendre du un bon chocolat. petit déjeuner, Ouais. boire un grand verre de lait. En fait, il faut faire l'inverse. Parfois, il faut juste se détoxer et en fait faire le vide de sa pensée. Ça commence par faire le vide de son corps. Pardon, c'est pas glamour, mais All right. il y a des parties pas glamour dans le jeûne, mais nous n'en parlerons pas dans cette émission. Rendez-vous dans l'after show. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien et je le fais en moyenne tous les semestres. Intéressant. Et du coup, sans avoir aucun intérêt à vous le dire, en tout cas, voilà, mes copines ont envie de se lancer aussi parce qu'à chaque fois, je leur dis, quand il y a un trop-plein, le moment où tu es tout seul Ouais. et que tu manges pas pendant 6 jours. Alors 6 attention, jours. moi je fais le jeûne Buchinger qui n'est pas difficile, c'est-à-dire que tous les avis que vous allez lire, c'est comme d'hab, en plus on se conditionne. Donc tu vas lire des trucs en mode « Oui, je me suis évanouie au bout du 2e jour, mais j'étais content parce qu'en me réveillant dans le coma, en fait, ça n'avait duré que 4 jours. » Moi j'ai eu vraiment... le premier jour, t'es un peu irritable. Il faut pas répondre à des emails importants. C'est génial. Mais honnêtement, à part le premier jour où il faut que tu fasses des choses dans la sensation pour moins sentir la faim, par exemple, moi, mon hack, sur les premiers jours, c'est Je me mange les ongles, c'est génial. il est dégoûtant celui-là. Ouais, c'est vrai. Il en profite pour faire passer des messages dégoûtants, pardon pour vous. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous avez des symptômes physiques. En fait, c'est comme quand t'as mal, la stratégie les bronzés font du ski. Quand t'as mal, faut taper ailleurs. En fait, pour le jeûne, quand t'as faim, c'est hyper important, du coup, si ton corps, il te fait sentir que genre tu gargouilles du ventre et tout, bah, par exemple, les bains à remous.
Et la plupart des bons endroits pour faire des jeûnes, ne le faites pas chez vous. Déjà, le jeûne chez vous, c'est éclaté. Il faut que vous alliez vous faire encadrer pour ça. Et genre, tu as des gens qui vont t'aider, qui vont justement te faire une descente alimentaire en amont. Donc, il y a quand même... Enfin, c'est pas un truc, c'est pas juste arrête de manger des gâteaux pendant 4 jours et tu vas te purifier. Je pense qu'il y a un peu un effet, genre, c'est comme les cours de CrossFit, tu vois, quand tu fais tout seul à la salle, c'est nul, tu vois, Ouais. tu t'ennuies. Mais quand tu as la communauté, etc., que tu souffres à plusieurs, c'est vachement plus rigolo. Exactement. Et là, du coup, en général, les bons endroits de jeûne, ils font exprès. Soit tu as de la rando, Ah soit ouais. tu as du sport. En Attention. plus, tu fais du sport. Ah ouais, non. Ouais, mais c'est de la rando. Attends, c'est de la marche. D'accord. On n'a quand même pas l'âge d'être épuisé par de la marche. Hein. C'est vrai, c'est vrai. 20 000 pas par jour minimum, n'oubliez pas, manger, bouger. En tout cas, les bains à remous, quand tu as faim, tu sens plus la faim. Écouter de la musique. La méditation, ça marche assez mal les premiers jours parce qu'en fait, vous êtes en mode j'ai faim, avec des images de burgers comme dans les Sims Voilà. au-dessus de vos têtes. Donc voilà, il faut Non. faire attention à ça. Mais le jeûne, au bout de 6 jours, vous êtes reset, mais vraiment reset. Et je tiens, petit avertissement, le jeûne dont je parle est un jeûne qui s'appelle Buchinger. Il y a 3 types de jeûnes. Le jeûne sec, très dangereux pour la santé, que je recommande absolument pas. Donc c'est pas d'eau, pas de nourriture. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Le jeûne hydrique, donc de l'eau. Et en fait, le jeûne Buchinger, c'est un jus et un bouillon par jour. Et tu as les mêmes bienfaits que dans le jeûne hydrique. Donc je ne sais pas pourquoi il y a encore des gus qui font le jeûne hydrique. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins stressant pour le corps et vous avez les mêmes bienfaits. Et du coup, les 6 jours passent vite. C'est mieux que les cours pas les cures de jus un peu éclatés que vous avez vus à la télé. Et franchement, voilà, je le recommande. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça un peu bizarres que tu... Ouais, un jeûne tous les semaines, ça c'est cool. Effectivement, je pense que aussi, si vous avez les moyens, parce que franchement, c'est pas un truc qui est toujours accessible, mais un massage par semaine, tout ce qui est drainage lymphatique, surtout si vous êtes sportif, franchement, c'est un moment où vous allez voir, votre créativité va renaître. S'il y a des choses, des pensées négatives, des trucs, en fait, c'est le meilleur rempart, c'est d'aller vous faire masser, prendre soin de vous. Et moi, j'ai un petit truc effectivement un peu chelou qu'on m'a envoyé au début de l'année là et que je ne lâche plus. Ça s'appelle la Dream Machine. Et Qu'est-ce que c'est que ce truc? qu'est-ce Non, qu'elle mais- est encore allée nous Ouais, chercher non, mais tu vas des m'encourager à aller manger des racines au fin fond de l'Amazonie. On Des n'est pas plus j'y vais. Amériques. Je prends mon billet direct. La Dream Machine, ça va beaucoup parler à ceux qui, comme moi, sont hyperactifs et qui, du coup, ont beaucoup de mal avec les consignes du genre « détendez-vous ». Ne pensez à rien. Quelle horreur. C'est un petit peu difficile quand tu as la pensée en arborescence, quand ça part dans tous les sens. C'est un petit peu difficile de méditer et c'est pour ça qu'on dit que la méditation nécessite beaucoup de pratique et d'entraînement. Et c'est un argument commercial, donc à prendre avec des gros guillemets, mais je le comprends dans le fond. La Dream Machine, leur argument commercial, c'est l'équivalent de 6 ans de méditation, dans le sens où les ondes lumineuses qui sont émises à travers tes paupières, donc tu vas être par exemple, disons que tu es ma Dream Machine, une machine à rêve, Ok. je suis sûre que je suis pas la C'est première femme à bien dire ça. Je n'en dirai pas plus. Mettons que tu es ma Dream Machine, tu es à peu près à cette distance de moi, donc à Oui. peu près à 1 mètre. Et en fait, je vais fermer les yeux comme ça, et toi, tu vas m'envoyer des signaux lumineux. D'accord. Et ces signaux lumineux vont te permettre une expérience de méditation plus immersive, donc couplée avec les méditations qu'on connaît. Et ça fait que si vous êtes un peu réfractaire à la méditation, si vous avez du mal à lâcher prise, l'expérience est 2 fois plus immersive. Donc vous allez 2 fois plus pouvoir partir, entre guillemets, dans le fameux état de transe. Genre, moi, j'ai des copines qui me disent j'arrive à me détacher de mon corps. Moi, genre vraiment, je suis très lourdement dans mon corps et c'est très difficile pour moi d'arriver à ces états un peu de transe. Je l'ai eu déjà, Ouais. mais j'avais vraiment besoin, enfin, j'arrive pas à faire ça entre midi et 2, tu vois ce que je veux Ouais, je dire? comprends, ouais. Ça me rappelle des festivals, autant jadis. Non, mais sans substance, je Ouais, oui, précise. parce que, évidemment, enfin, nous, jamais. Alors, Bientôt, il va enchaînons. faire passer des tests de pureté dans ce podcast, je le sens. Alors, on a déjà Maxime Barbier qui est intervenu sur tout ce qui était psychédélique. C'était un podcast Ouais. qui était vraiment intéressant parce que lui, il a tout testé, tu vois, les trucs un peu les plus Ok. forts. Et il a fait un retour d'expérience qui était assez intéressant où lui, il s'est mis à croire une spiritualité après les expériences. Où il D'accord. s'est dit, en gros, son retour, c'est tu mets un pied dans le paradis et tu reviens. Tu vois, genre. Donc là, déjà pour concevoir un peu cette définition, c'est étrange, mais why not, quoi, tu vois. Bah, l'ayahuasca, il y en a plein qui Ouais. disent que c'est un dieu, hein. C'est une plante qui est vénérée. Ouais. Et donc, ouais, ça m'étonne pas Ouais. qu'il t'ait fait ce type de retour. Et- J'ai pris mon billet, chers auditeurs, sachez-le. Voilà, T'as dit quoi? J'ai pris mon billet. Je glisse ici, on en parlera plus tard. Ah Voilà. ouais, c'est vrai?
Ouais, c'est un truc qui me tente depuis un moment, ouais. Ok, mais il faut que tu Ouais. te fasses bien accompagner pour Ouais. ça. Et alors, c'est un truc qu'un de mes potes m'a dit et qui résonne très très fort en moi. Il dit en Un fait, pote, ouais. l'ayahuasca, faut pas la chercher, c'est la plante qui t'appelle. D'accord, OK. Donc voilà, t'as pris ton Ouais, billet, super. mais essaye de Et bah, faire en si sorte qu'elle t'appelle je quand même. vais ouais et je pense qu'il va falloir qu'elle m'appelle du coup, ça arrive très, très bientôt donc ouais, le mois prochain, je passe de l'autre côté de l'Atlantique donc tu vois, les Ok. liaisons sont quand même plus proches. Je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est pas un appel de la plante? Pourquoi pas?» tu vois? Bien tiré par les cheveux son Ouais, ouais, concept. ouais. Bref. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dont tu veux nous parler? Par exemple, je regarde ta main, je vois une Oura Ouais, Ring. Il y en a exactement. pas mal, hein. Vous êtes une confrérie à avoir des Oura Ring en ce Ouais. moment. Il y a le Whoop que j'avais testé moi pendant 2 ans, je Tu l'as crois. la Oura, Non, toi? j'ai pas la Oura, Ok. mais ça me tente encore une fois et je Ouais. sais que les auditeurs de système sont très friands de petits trucs comme ça. J'ai testé le Whoop pendant plusieurs années Ouais. et je l'ai enlevé. Fais-moi ton retour d'expérience et je te dirai ce que j'en pense. Alors, je vais te faire un retour d'expérience un peu inconventionnel. D'accord, très T'es bien. prêt? Je m'attendais pas à autre chose, Caroline. Non conventionnel. J'ai trouvé que la Whoop, c'était hyper masculin comme Ah ouais? interface. Trop bien. Et du coup, j'accroche beaucoup plus avec l'interface de la Oura. OK. Pour ceux qui nous écoutent, donc la Oura est une bague connectée qui est l'équivalent amélioré de l'Apple Watch. Et on sait aujourd'hui que l'Apple Watch vous permet en fait de traquer plein de choses sur votre santé, votre activité, votre sommeil, parfois les niveaux de stress. Et en fait, la Oura Ring mène l'expérience un petit peu plus loin avec une meilleure granularité dans le détail. Et à côté de ça, vous avez le Whoop qui a été pour moi extrêmement popularisé par le partenariat avec Alan. Et Ah ouais, c'est franchement, vrai. là-dessus, moi qui la seule personne en France obsédée par les partenariats, mais pour le coup, moi qui kiffe les partenariats, le partenariat entre Alan et Whoop, je l'ai trouvé très malin. Ils Ouais. offraient en fait un bracelet Whoop à tous les membres de la mutuelle Alan. Et pour le coup, j'ai testé les deux. La Oura Ring, pour moi, c'est un outil beaucoup plus féminin. C'est pour ceux qui sont plutôt dans une pratique wellness, donc bien-être, développement personnel, limite spiritualité, parce que tu vois, tu te réveilles le matin et du coup, ta Oura Ring va te donner ton score de readiness. Donc, à quel point you're ready to kick off the day. Et c'est un peu nénette. C'est pour ça, genre, je le singe un peu. OK. Mais la Oura Ring, c'est vraiment, c'est un instrument de développement personnel pour moi. D'accord. À côté de ça, la Whoop, c'est masculin. L'interface, elle est noire et rouge. Tu as l'impression d'être sur un site de dropshipping. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des aiguilles. Tout est là pour te laisser sentir la transpiration, la perf et genre vraiment le gros bonhomme qui Ouais. lève de la fonte. Bah, Euh, le partenariat d'ailleurs, c'est avec Andrew Huberman, qui est quand même Ouais. un peu l'image de Dieu, Il tu a vois, de la avec la barbe. grosse barbe, tu vois, les tatouages, pareil, manly. Il y a Et du poil. Ouais, Ouais. il y a du poil, clairement. Ouais. Et il y a pareil, il y a, comment il s'appelle, Chris Williamson, pareil, que j'adore aussi. Pareil, tu vois, genre, c'est des mecs très manly, hyper BG, machin. Enfin, Ouais. ouais, c'est très masculin, je suis d'accord avec toi. J'avais pas Ouais, pensé à ouais, ça, ça mais se sent, ça se ressent dans leur, ça ça sent, se ressent dans leurs produits. ouais. Et du coup, écoute, sans faire exprès, j'ai vraiment préféré la Oura. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils se sont nichés sur des typologies hyper différentes. Mm. Et je pense que la Oura Ring, le problème, c'est que ça reste une ring. Et du coup, pour les mecs, en tout cas, porter une bague, c'est hyper différent qu'avoir cette espèce de straps. J'ai vu aux US, ils le Mm. portent aussi sur le biceps comme ça. Waouh. Donc c'est rigolo parce que déjà, dans la mythologie, dans la symbolique, Ok. tu vois qu'ils se sont positionnés aux antipodes. Et du coup, je trouve ça très malin. Et moi, je suis team Oura à fond. Et Ok. mon mec aussi. Intéressant, tu vois, tu vois, Arnaud qui a. On, Tu vois, on intéressant. fera le test. Êtes-vous plutôt féminin ou masculin? Intéressant, j'avais pas pensé à tout ça, Ouais. le côté masculin et tout, mais Mm. effectivement, tu vois, j'hésite encore de me réabonner. Moi, Ouais. j'ai une question, c'est est-ce que c'est pas un peu contrôle fric, tu vois? Alors, pour le coup, la Whoop, c'est le bracelet Whoop. Justement, je trouve qu'avoir ton indice de récupération Hmm. après un entraînement, enfin, c'est too much, les gars. Ouais. Mais du coup, tu sens qu'il y a ce côté très communautaire où, justement, en fait, c'est cette culture de la performance. Là où la Oura, tu sens que c'est plutôt, même, tu vois, dans la partie communautaire de la Oura, donc là où tu as tes potes, tu as quoi? Tu as l'indice de readiness, donc à quel point vous êtes motivé. Ok, Tu vas avoir l'indice de sommeil et ton indice d'activité. ok, Et du coup, c'est les 3 trucs que tu peux comparer avec tes amis et c'est tout. ok. Et en fait, ils ont fait un truc vraiment simple, rigolo, où tu peux voir dans ta bande de potes qui dort plus, donc le panda de la bande, Ah, ok. la pile électrique de la bande et la personne qui est genre le plus motivé de la bande. Mais en général, le readiness score, il est indexé sur les deux. Mais donc du coup, voilà, moi je suis dans ce groupe avec Nina Ramen, par exemple, et c'est assez rigolo de voir qui dort plus et qui fait le plus de sport et comment ça évolue. Donc, vous voyez, chers auditeurs, qu'on peut avoir des trucs qui mesurent un peu la santé, mais sans tomber dans le
le contrôle, se dire Ouais. ok, il faut, j'ai pas le dormir. Il y Et avait sans que ce soit gadget. Ouais, oui, c'est ça. En fait, il y avait un truc, tu vois, j'étais abonné pendant longtemps au Whoop, parce que quand Mm. je faisais beaucoup de compètes, en fait, de CrossFit notamment, et je me disais, quand j'ai une récupération genre de 20%, tu vois, un peu merdique, je me dis, mais du coup, je me sens pas bien, tu vois, genre c'est un peu un effet pavlovien. T'as pas ressenti ça, Ouais. toi, en mode, tu vois, t'as une readiness pourrie, du coup, tu te dis, oh, ma journée va être nulle. Alors, j'ai pas ça, mais j'ai un autre truc pour les filles qui se plaignent souvent. Il a failli faire une blague macho. Il a failli dire ah, C'est ça, faux. c'est toutes les filles. Si, je t'ai C'est faux, je vu. me suis dit, elle est en train de dire que je me plains tout le temps, en fait. Sa langue est Eh ben, sortie. Elle a fait demi-tour comme ça. Alors, je vois pas de quoi tu parles. Jamais de ma vie, j'aurais pensé ça, enfin, Caroline. Je t'ai vu. Pour les filles qui ont usage de se plaindre, qui Si ont jamais souvent il y des en a, petits si ça bobos, tout existe. ça. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et c'est vrai que la hourra, je pense que mon mec aimerait parfois me couper le doigt du milieu. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, déjà, elle te prévient avant que tu tombes malade. Donc, si t'es déjà un peu fragile ou déjà très à l'écoute de toi et des signaux de ton corps, t'es mort parce que t'es là. What? Ma température a augmenté? Elle n'est pas normale. Qu'est-ce que je prends comme initiative? Il faut tout de suite que j'arrête toutes mes activités et que j'aille me reposer. Je singe un peu et je caricature. Mais effectivement, si vous êtes un peu hypocondriaque, un peu fragile, un peu près de votre corps et de vos soins, ça risque de vous inquiéter parce que c'est vrai que par contre, c'est assez précis. Dès que tu as un truc de... Tu vois, par exemple, moi, Maura, ce matin, elle m'a dit « Ouah, la grosse fatigue sort pas de chez toi et genre, sois gentil avec toi-même. » Et elle va m'envoyer à chaque fois, tu vois, des warnings. L'autre truc qui est pas très rigolo, je trouve, c'est que effectivement, ça te met, par exemple, ton score de sommeil. Donc, en fait, tu te réveilles, tu as mal dormi, tu cherches un peu de réconfort sur ton écran pour voir est-ce que tu as des messages un peu d'amour de tes proches et tout. Et là, tu te réveilles et tu vois, bam, stressed. Et derrière, ah non, engaged. C'est bon, j'ai remis à jour. Donc là, tu vois, je me suis dit, ouais, je suis stressée. Tu vois, ta moyenne de sommeil, 6h34. Là, tu te dis, ah, mais en fait, j'ai écouté le podcast de Steven Bartlett. Ça veut dire que je vais mourir dans 5 ans si je dors 6 heures par nuit. Tu vois. Et en gros, le fait d'avoir certaines infos, effectivement, ça peut te rendre un peu parano. Par contre, pour les filles, un truc qui m'a changé la vie, et je vais être un peu pragmatique, désolée, c'est par exemple l'analyse de ton cycle. Ouais. Nous, les filles, on est hyper influencées par nos cycles menstruels. Et en fait, jamais, à part des amis qui sont hyper contrôle freak, donc pas nous deux, Non. jamais j'ai pris, tu sais, les notes de mon cycle et tout, du genre, premier jour de tes règles, c'est 3 flocons, machin. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Donc en fait, le fait d'avoir une Oura, ça te permet, sans traquer, de te rendre compte de l'impact de ton cycle sur ton humeur, sur tes performances sportives. Par exemple, tu vois, nous, quand on a nos règles, on peut faire des séances de HIIT avec des scores jamais vus. Par contre, je te donne un exemple, la 2e semaine, on est tout flagada et on est nul. Et souvent, je me disais, putain, je suis pas bonne aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive, je suis pas dans le truc. Et je sais pas si ça s'entend au micro ou pas, Je sais pas. le store. Il y a un énorme store qui, à chaque fois, Ça te fait ça tout le temps? Ouais. Parce que t'es une habituée des studios, du coup, pour les auditeurs. et à chaque fois, je suis à l'heure du soir. Super. Donc il y a le store. Ah, bah génial. Attends, je reprends. Et du coup, notamment pour les filles, on n'a jamais conscientisé et on n'est pas élevé là-dedans parce qu'en France, les règles, c'est waouh, faut jamais en parler. Du coup, on nous a jamais appris à nous caler sur notre cycle, alors que c'est le truc le plus naturel de la Terre. Et en fait, notre cycle, il nous épuise. Mais parfois aussi, il nous dope, on surperforme. Et le fait de caler, tu vois, tes performances sportives, tes gros meetings et de comprendre ton cycle. PE, il est là, putain, j'avais pas prévu ça. Elle me hijack mon podcast. On n'est pas dans My Better Self ici. C'est quoi ce podcast? Non, mais c'est honnêtement, tant qu'on parle de tracking, Non, des mais choses qu'on ne dit pas et je le Allons-y. déplore. Allons-y. L'impact du cycle. Et la deuxième chose, c'est le chronotype. Et ça, tu connais Clément, mon associé à l'agence personnelle. L'impact du chronotype, il est énorme. Et moi, typiquement, je suis du soir. D'accord. Donc, je vais me coucher vers 1h30 Ok. et je me lève autour de... Donc, moi, pas du tout routine de millionnaire, routine de smicard. Ah ouais. Mais tant pis. Je me couche, du coup, autour de 1h30 et je vais me lever autour de 8h. Ok. Donc, chronotype du soir. Et en fait, là, l'idée, c'est de comprendre aussi, en fonction de votre chronotype, comment est-ce que vous pouvez composer autour de vous au lieu de tout le temps être en train de se suradapter aux autres et du coup s'épuiser sans y penser. All right. Ok. Voilà, merci Belinda pour Merci. cette présentation de J'espère la qu'on aura Oura. une sponsorisation par Auraring, du coup, au minimum. Tu mettras un petit code de parrainage quand Ouais, je même. mettrai un petit code de parrainage, évidemment. PE, je sais pas quoi. Mais vous l'aurez en temps et en heure, pas de problème.
Alors, on va enchaîner du coup. J'avais pas du tout prévu de parler de ça. C'est pas grave. Je pense que vous avez eu de la valeur. Les gars, et les filles d'ailleurs, vous savez que c'est un podcast inclusif, je le dis à chaque fois. Euh, on parle de l'Oura Ring là, mais en fait, c'est un peu valable pour tout. C'est-à-dire que moi, j'ai un Excel où je traque le soir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Encore une fois, vous Ah, pouvez t'es ce voir genre de personne. Un flocon, deux flocons. un flocon. En fait, j'ai une alarme même pour me rappeler qu'il faut que je traque et je le fais jamais. Mais ça, c'est un autre sujet, tu vois, c'est Ouais. le côté est-ce que je suis capable de ce type. Bah, bref, on va pas partir là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est de comprendre un peu ce qui a un impact dans votre vie, pas traquer les trucs pour traquer les trucs, mais comprendre, enfin, vous mettre de la data sous les yeux et puis de savoir ce que vous pouvez en faire, tout simplement. Mm. Il y a un autre sujet sur lequel j'avais envie d'aller, du coup, après avoir parlé de choses que j'avais pas du tout prévues. C'est génial. Chose originale, du coup. Problème de fille, par exemple. Donc, tu es partout, en fait. Tu es partout, tu as un podcast, tu crées, tu postes plusieurs fois par jour même, sur LinkedIn, sur Instagram aussi, je pense. Une fois, jamais. Enfin, je poste plusieurs fois par jour sur, du coup, mes Toutes tes canaux, passes, ok. mais une fois par canal. Ok, intéressant. L'enfer. Ok, ouais, tu m'étonnes, c'est déjà énorme. Chaque heure. Waouh. Vous êtes combien, Caroline? Ouais, bah en fait, ça c'est assez rigolo parce que je vais te raconter une histoire et elle est assez symptomatique. C'est vraiment la mère Castor, Caroline. En fait, ça me fait rigoler parce que j'ai une copine à la salle de sport qui a une boîte de cordes à sauter. Mhm. Et du coup, évidemment, pour évangéliser son marché, elle est obligée de se montrer en train de faire de la corde à sauter pour vanter les bienfaits de la corde à sauter. Et la dernière fois, on se retrouve et elle me dit, mais Caro, ça me fait trop marrer parce que tout le monde pense que je passe ma life à faire de la corde à sauter. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que elle va faire ses contenus, on le sait quand on fait du contenu, en batch. Donc en fait, elle a une équipe qui, genre une fois par mois, vient derrière elle filmer un entraînement. Et derrière, elle découpe en contenu et elle en poste un peu chaque jour pour aller justement renouveler son sas d'audience. Et en gros, elle me disait, c'est trop rigolo parce que je fais pas énormément de sport. Mais mes amis, dès qu'elles me voient, elles me disent... Putain, t'étais encore à la corde à sauter, mais tiens, incorrigible. Qu'est-ce que tu faisais à la corde à sauter encore? Et elle me dit, c'est marrant parce que les gens, un peu comme dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée, Ouais. tu sais, on a beau de savoir que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas du direct. C'est pas du synchrone, en fait. Il y a un espèce de biais cognitif improbable. D'ailleurs, si vous êtes docteur en neurosciences, allez-y dans les commentaires, dites-nous pourquoi les gens pensent toujours que sur les réseaux sociaux, c'est un truc que tu as fait dans la journée. Donc moi, dès que je poste une vidéo, j'ai au moins une personne qui pense que je l'ai fait le matin. Et j'ai pas mal de mes potes qui me disent « Mais Caro, comment tu as le temps de faire tes boîtes alors que tu fais une vidéo par jour ?» Et je leur dis « Mais en fait, c'est pas genre, je me lève le matin, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? À midi, je me dis, ah, j'ai bien mangé, il est temps de tourner ma vidéo. Et je la monte pendant 2 heures. À 16 heures, je la publie. Et après, je réponds aux commentaires. Et après, ah, j'ai bien travaillé, je vais dormir. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, le contenu donne cette sensation-là. Alors que, pour le coup, moi, je batch. Alors, les vidéos, tu le sais. Ouais. Et tu l'as fait, on fait une demi-journée et ça fait 20 contenus. Et en fait, je vais même te révéler un truc, je fais moins de contenu que nos clients. Ok. Donc, en général, moi, j'ai 10 à 15 vidéos par mois. Donc, et ça me suffit largement. Et il y en a même, tu vois, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, j'espace et je fais une vidéo par semaine. Ok. Parce qu'aujourd'hui, au cas où tu te poses la question, aujourd'hui, je ne suis pas dans une logique de conquête d'audience sur LinkedIn, mais de fidélisation. Ouais. Donc pour moi, ça aussi, c'est un autre truc qu'on peut donner à tes auditeurs sur la création de contenu. Souvent, on a l'impression que les méthodes, c'est one size fit all. Et du coup, il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'ai remarqué que tu fais ça, donc je fais ça. » Et en fait, c'est un peu comme dans le sport. Tu vas pas, si ton pote, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne à la salle, tu vas pas dire « Ah, le bon rythme, c'est donc tu fais un entraînement par jour et après, tu fais 20 minutes. » En fait, c'est vraiment comme pour les morphologies et comme en fonction de tes performances. Donc, moi, ce que je fais sur LinkedIn, c'est que je sais si je fais une vidéo par jour, ça va saouler tout le monde. Aujourd'hui, je veux fidéliser mes audiences. J'ai un effet de plateau, 100 000 abonnés. Je dis pas que le marché n'est pas encore grand, mais toute proportion gardée, je sais très bien que là, aujourd'hui, je suis plutôt dans un objectif de retenir mes audiences, les fidéliser, les convertir, plutôt que faire du bruit sur le marketing ou le growth marketing quand je me suis lancée et que personne faisait ça et que je me suis dit, en fait, il faut y aller rapidos parce qu'il y avait un appel de marché. Donc je batch mes contenus, j'en fais moins que nos clients à l'agence personnelle. En général, du coup, c'est des plans 20 vidéos. Ça te fait toute ta strate de contenu. Moi, en tout cas, je fais 15 vidéos. Et derrière, j'ai effectivement une community manager et une assistante qui m'aide sur la routine un peu contenu. Et sur Marketing Square, qui est un peu à part, j'ai un monteur
Et non, c'est la même, c'est Mélanie qui gère les réseaux sociaux du podcast. Ok. Pour la petite histoire, et j'en profite, moi c'est exactement pareil. Genre, je poste souvent, tu sais, est-ce que tu as show up à la salle, tu vois, avec Ouais, moi en train de faire du sport. Et tu sais, je le poste genre à midi, tu vois, ouais. ou à 11h, quoi. Enfin bref, n'importe quand. Et souvent, enfin la dernière fois, mon manager, il me dit, tu faisais quoi il y a 1 heure là? Gros, en fait, j'étais en train de taffer, qu'est-ce qu'il y Ouais, a? Tu vois, le salariat, encore une fois, ouais. magnifique, quoi. Mais comme quoi, il y a vraiment ce biais-là. C'était une story ou c'était un C'est une post? story, ouais, Ah ouais, story, je trouve ça normal, mais j'avoue. les posts, c'est étonnant quand même. Ouais, les posts, c'est Ouais. encore plus étonnant. Mais j'avoue, les stories, tu peux avoir un peu ce Mm. biais-là. Mais tu vois, moi, genre, je me filme et puis je le poste bien après, quoi, même sur la story. C'est vrai que moi, mes stories, elles sont tout le temps dans le. Mais alors, parce que pour le coup, moi, j'adore ce format. Ouais, Et du coup, je prends plaisir à faire une story sur le vif. Et justement, Clément, il est un peu comme toi. ouais, Tu vois, genre, on va faire, par exemple, je te donne un exemple, un behind the scene. On a un client qui vient à l'agence ok. et on va lui faire un plan travel, en Mhm. gros, où on le suit sur son arrivée sur la chaise, un truc comme ça. Et en fait, je trouve que toute la magie, c'est de le mettre en direct. Ok. Et à chaque fois, Clément, il est là, mais ça va, on le mettra dans 2 heures. Et moi, c'est vrai qu'il y a ce côté avec les stories où j'aime beaucoup, en fait, comme j'aime le building public. Et tu verras dans mes stories, genre, il y en a une en général à 9 heures, il y en a une à midi. Et j'aime bien le côté, genre, tu parcours ma journée avec moi. Ouais. Et je trouve que ça perd tout son charme, en tout cas de mon côté. Mhm. Je suis jamais le genre de personne qui va me dire, mais parce que j'intellectualise pas, je vais jamais me dire, ah, je vais reconstituer ma story du jour. C'est si je l'ai pas capté dans l'instant, c'est fané. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, le système de production de contenu, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire, sur quel réseau, etc. Sur Marketing Square ou sur Caroline Mignot? Parce que pour moi, ou sur. Plutôt, Ou sur- ouais, ça, c'est waouh. Plutôt Caroline Mignot, du coup, je Ouais. pense. C'est peut-être le plus intéressant. Alors, ah bah sympa pour Marketing Square. Très Sorry, bien. j'assume ce que je dis. Ça le tire à balles Mais pas réelles. du tout. Vous savez Non, comment mais il tu a vois, appelé l'invitation? Il a appelé meilleur pour enregistrement pour système, meilleur podcast après Marketing Square. Et en public, il me poignarde. Il me poignarde. Très bien. Je suis désolé. Belle Pardon. mentalité. On Pardon. voit ton masque qui tombe là. Attention. Exactement. Je suis une horrible personne. Sur Caroline Mignot, ma stratégie de contenu, c'est un post par jour sur LinkedIn. Sur Instagram, pour l'instant, je suis à 3. J'ai essayé de bombarder plus sur Instagram et j'ai Mhm. pas vu plus de croissance. Ok. Donc, encore une fois, moi, je ne crois que ce que je vois. Mhm. Donc, tu vois, typiquement, ça, c'est un truc qu'il faut dire. On a souvent la sensation que plus tu postes, plus tu vas avoir de la croissance. Ouais. Pas toujours. Et surtout, il faut bien diversifier les formats. Et sur Instagram, je pense que mes formats n'étaient pas assez diversifiés. Là, j'étais partie sur juste du Reels et des single posts qui étaient des recyclages de mes posts LinkedIn qui avaient bien marché. Un petit tip que je peux te donner, parce que justement, je l'ai filé à mes copines et j'ai hâte de voir comment ça marche sur elles, mais sur moi, ça a été bombesque. En gros, si tu te lances sur un nouveau canal, au lieu de vouloir réinventer la poudre, ça paraît évident, mais personne ne le fait, recycler ses anciens posts. Et typiquement, quand tu es un bon créateur sur LinkedIn ou un bon créateur sur Instagram, si tu veux te lancer sur ou l'un ou l'autre, le premier truc à faire, c'est que tu vas dans tes stats, tu regardes tes meilleurs posts, tu travailles de façon antéchronologique et tu vas mettre du coup tous tes posts en faisant attention qu'effectivement, il y ait toujours un lag. Donc typiquement, si tu as fait un banger sur LinkedIn, tu le postes pas le lendemain sur Instagram parce que là, tu vas peut-être avoir de l'overlap. Mais typiquement, ressortir tes posts, tes gros bangers, les trucs qui ont le mieux marché et qui sont le plus loin, c'est en général une super bonne première façon de remettre le pied à l'étrier et de pas t'épuiser. Ouais. Tu vois, de pas t'épuiser. Souvent, je vois les gens, déjà, ils ont la charge mentale de se lancer sur un nouveau canal avec l'anxiété, la peur du jugement. Et si ça marche pas, je me dis, en fait, cette stratégie-là est tout bénef parce que tu grilles pas tes plumes. Tu... Nouvelle expression. Tu perds pas tes plumes. J'ai trop envie de Tu taper la grilles mère pas tes Mignot. Tiens, Comment on dit l'expression? je sais pas. Tu Il n'y grilles a pas pas tes- d'expression pour ça. Tu grilles pas tes cartes et tu perds pas tes plumes. En gros, Je l'idée suis c'est fatigué. tu repars. Si vous saviez, chers auditeurs, là, il est 29. On est censé s'arrêter à 30. On va se faire engueuler par le studio. On n'a pas commencé les plus- questions. en plus de tout. Ceci dit, pour commencer le podcast, il m'a dit je t'explique, on va faire ça comme ça. C'est toujours très conversationnel et au final c'est cool. Ouais, j'avais pas prévu. Pour ne pas perdre des plumes, si vous vous lancez sur un nouveau canal, avant d'investir de l'effort, avant d'investir du temps, avant d'investir de l'argent, commencez par recycler un truc qui a bien marché. Et si vous n'avez pas déjà investi un autre canal, vous avez forcément de la matière quelque part. Est-ce que c'est un cours en ligne? Est-ce que c'est des emails pertinents que vous avez envoyés à vos clients? Est-ce que c'est des conversations passionnantes que vous avez eues? Mais en tout cas, commencez par recycler. Trop cool. C'est vrai que là, tu vois, typiquement, je suis sur une dynamique où je veux lancer une newsletter. Bon, bah, typiquement, tu vois, j'ai déjà fait de l'effort de créer from scratch plein de contenu.
Clairement, il faut trouver, encore une fois, il faut être feignant intelligent, c'est ce que je dis Ouais. tout le temps. Cherchez pas à réinventer la roue, copier ou réappliquer ce que vous avez déjà fait. Soyez feignant, quoi, Mm. grosso modo. Essaie de motive la communauté à créer un média. Tu vois, on le sait tous les deux, c'est ultra important. Moi, j'ai cette conviction-là de je crée système, je pense que c'est un projet qui est durable sur le long terme. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire et essayer de me projeter, tu vois, de me motiver. Le média, c'est le pouvoir. Donc, Ok, c'est bon, ça y est, merci, je suis motivé, c'est bon. non, mais c'est tout. C'est un truc. Enfin, personne ne peut contredire ça. Le média aujourd'hui, c'est le pouvoir. Et du coup, si tu as besoin de plus de pouvoir, que ce soit dans ta carrière parce que tu es employé ou que ce soit dans ta boîte parce que tu es entrepreneur, fondateur, cofondateur, investisseur, tu as besoin aujourd'hui de créer ton propre média parce que c'est pas la peine d'attendre qu'on t'invite. Tu vas avoir le temps de. Les poules. Il est tard, Je sais plus désolé. quoi faire, En je sais fait, plus à quoi partir faire. du moment où le store de Podspace il descend, je sais que genre. Non, il est ça avait trop- commencé c'est avant. notre chronotype n'est pas aligné là. Moi, je me réveille à partir de 1h du matin. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de Les dire poules auront des dents. À partir. Je te donne un exemple tout bête. Quand j'ai lancé Richmaker, ma première boîte, j'avais que dalle. Et du coup, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'envoyais des questionnaires. J'allais demander des entretiens individuels avec des patrons, parce qu'évidemment, je voulais parler au CEO. Bah oui. Et en gros, j'essayais d'ouvrir des portes qui s'ouvraient pas. Et au lieu de ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que mon audience valoriserait ? Qu'est-ce qui ferait que mon audience, elle ait envie de m'accorder du temps ? Et moi, dans mon cas, en fait, c'était le fait de leur offrir de la visibilité. Donc, au lieu d'aller dire, est-ce que vous avez 20 minutes à m'accorder pour me partager vos méthodes de sport, tu vois, j'ai décidé de dire, j'adore votre vision du sport. Et je suis pas la seule à l'admirer. J'aimerais beaucoup la documenter. Tu sens les racines américaines. You're amazing. Mais tu vois, j'irais dire, en fait, je pense que ça mérite plus d'attention et je pense que ça mérite d'être documenté et j'aimerais le faire découvrir à une plus large audience. Et à partir du moment où tu dis pas aux gens, j'ai besoin de ça, mais tu dis aux gens, ça pourrait te profiter, là, ils sont prêts à t'écouter, mais des deux oreilles. Et pour moi, le média, aujourd'hui, c'est quelque chose que personne ne te refusera. Que ce soit, tu vois, sur cette chaise ici, il y a eu des mecs comme Hugo Benz qui ont lancé leur podcast de zéro, avec zéro audience, zéro back catalogue, et qui ont eu genre des entrepreneurs de ouf. Parce qu'aujourd'hui, personne ne refuse du média, même ceux qui ont déjà du média. C'est beau. Et tu vois, pour faire l'écho au documentaire sur Squeezie, Ouais, je sais pas si tu je l'as l'ai vu. pas vu encore. Il est assez ouf. En fait, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que ce mec-là, qui se lance sur n'importe quoi, il a fait un album, il lance un jeu vidéo, il lance un autre projet, une marque de vêtements, je sais pas Il quoi. a raison, En produit fait, dérivé. il a 15 millions de personnes qui le suivent, quoi. Et même s'il y en a 10% qui le suivent sur le sujet, c'est déjà monstrueux, en fait. Donc déjà, quand tu as ta communauté, quand tu as ton média, ça peut devenir, enfin, c'est la pierre angulaire, tu vois, le socle fondamental sur lequel tu peux te poser pour lancer n'importe quel projet derrière, quoi. Et ça, c'est monstrueux, en fait, la puissance. Sur la marque personnelle, il y a un truc que je dis tout le temps, qui est une image que les entrepreneurs vont tout de suite comprendre, c'est ta marque personnelle, c'est ta holding. Elle tient tes produits et services. Au-dessus de tes produits et tes services, c'est toi. Ouais. Et si tu t'es trop affilié à ton produit et à ton service, t'es pas une bonne marque personnelle. C'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui qu'on travaille l'ADN des dirigeants pour que Fred Mazella, ce soit pas que le fondateur de Blablacar. Pour que des entrepreneurs de génie, ils soient pas un peu, tu sais, comme les héros, les mecs qui font jouer dans Dawson, ils ont jamais percé dans d'autres séries. Parce qu'en fait, c'est le mec de Dawson. Il est condamné à vie. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut lancer sa marque personnelle, c'est te mettre au-dessus de ce que tu vends. Ça te permet derrière de pouvoir œuvrer dans n'importe quoi, diversifier tes revenus, les automatiser, lancer des boîtes, en éteindre d'autres, investir. Et c'est Squeezie, c'est la marque personnelle. Elle est au-dessus même, tu vois, de son média. Il y a Squeezie, sa personal brand, ce que les gens, ils ont mémorisé et ce que les gens, ils ont aimé, les émotions, tout ce qui s'y rapporte. Et derrière, bah, tu as envie de consommer du Squeezie, quel que soit. Tu as envie d'aller dans son studio pour enregistrer. Tu as envie d'acheter son t-shirt. Tu as envie d'aller t'entraîner dans sa salle de sport. C'est ça, le principe de la marque personnelle. Ça te permet, en fait, c'est un visa pour l'entrepreneuriat à vie. C'est ouf. Tu peux embarquer tellement sur n'importe quel projet. Genre, je trouve ça ultra puissant. Je crois c'est ce qu'on disait en off. C'est Naval Ravikant qui dit soit tu sais coder, soit tu as un média. Bon, bah voilà, je sais pas coder. Naval Ravikant, c'est le point Godwin des podcasts marketing. Exactement. Genre, tu dis ça, c'est bon, c'est bon, Dieu a dit ça. Bon, bah ça va, tranquille.
Caro, je crois qu'on va se faire tirer les oreilles. Ouais. J'ai quelques questions encore pour finir. Ok. Et tu vois, on arrive à retomber sur nos pattes, l'air de rien. Ouais. Alors, c'est les questions finales, c'est les Oh, wow. fameuses. Musique Concentre-toi. dramatique, s'il vous plaît. au Musique montage. dramatique, concentration. Est-ce que, est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Je préfère gagner. T'es pas dans ma team. Ah, t'es pas dans ma team, là c'est décevant. Alors, je vais te dire, ok, je vais te dire un truc plus rigolo. Mon mec me dit tout le temps que je suis une mauvaise gagnante. Une mauvaise gagnante. Ok. Alors vas-y, explique-nous. Explique-nous le concept. En gros, même quand j'ai gagné, Ouais. en général, je veux avoir plus. Et du coup, tu sais, je vais finir la partie, j'ai gagné, et un peu comme les caniches, tu sais, qui lâchent jamais la gorge de leur agresseur ou de la personne contre Elle est laquelle folle. ils se battent. En fait, genre, même si j'ai fini le jeu et que j'ai gagné, tu sais, je vais lâcher 2-3 trucs du genre, ouais, et encore, il y a 2 points là que j'aurais dû avoir. Ou alors, et encore, là, donc c'est le terme mauvaise gagnante. Et bah, tu voulais une réponse originale. En fait, tu m'as dit oui, c'était trop banal, donc voilà. J'ai bah, pas dit c'est maintenant, banal, j'ai dit t'es pas dans ma team. Moi je déteste perdre, genre vraiment ça me fusille quoi. Mais par Ah contre, ouais. j'aime bien écraser les autres aussi quand même. Tu vois, donc ça me va Le bien. mec qui part en Tu live vois, à la fin. ça me va bien. Non mais en fait, alors ça c'est hyper intéressant. Il part en Ouais. live. Ah non, je suis désolé. Mais Moi, t'aimes écraser les autres, c'est horrible. mais alors non. Non, parce que dans un match de tennis, il y en a un qui gagne et un qui Non, mais perd. t'as tu dit vois. le terme écraser. Ouais, et j'avoue, tu sais, écraser, les mots c'est un sont peu des violent. fenêtres. Et écraser, c'est c'est pas joli dans ta bouche. C'est vrai. On voit ta langue de serpent qui Oups. sort. Je suis désolé, je suis un T'as- serpentard. Sorry. En vrai, je suis un griffondeur, mais quand même, des fois, j'ai des petits accents serpentards. Ouais, je vois. Mais moi, je suis trop compétent. J'adore ça. Ah Mais ouais. tu vois, dans le bon sens du terme, c'est genre, Ouais. si je me fais péter la gueule dans un combat de karaté, Ouais. bon bah voilà, genre, je peux reprendre quand même. Je suis très vénère, mais c'est de Mm. ma faute, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien rouler sur les gens. Ah, c'est marrant. Alors, moi, je suis pas du tout compétitrice. Et mon frère et moi, on a grandi dans une famille où tellement la compétition est interdite que on était du genre tous les deux à laisser les autres gagner. Ah waouh. Quand on était gamin, c'était en mode Incroyable. ah, je veux pas d'histoire. Et pour le coup, moi, je suis pas compétitrice. Par contre, Ouais. j'adore les classements. Et du coup, la distinction que je fais, c'est par exemple, Génial. tu vois, je n'aime pas la compétition pour le sport, entre Mhm. guillemets, c'est-à-dire pour le fait d'être contre les autres. Ouais. Mais par contre, j'ai tellement été élevée dans une logique d'excellence que du coup mes parents m'ont toujours poussé, il fallait que je sois toujours la number one, la machin. Si j'avais pas le tableau d'honneur, je cachais mon carnet. Mais vraiment tous les moyens étaient bons, genre oh oups, j'ai renversé mon café. Bon, je buvais pas de Waouh. café à l'époque, mais enfin vraiment, Mon chien j'avais a des mangé. angoisses quand j'étais pas au tableau d'honneur ou quand je descendais, tu sais, c'est les 5 premiers à l'école. L'enfer. C'est vraiment à l'ancienne tableau d'honneur. Mais du coup, quand je descendais et machin, et franchement pour moi les classements, ça a toujours été une dopamine de malade. Donc autant tu vois un truc tout bête, genre si on fait un truc sportif où il y a pas d'enjeu, je suis zéro compétitrice. Ouais. Euh, Ouais. À côté de ça, si jamais il y a un classement, un truc et que je sens que l'enjeu c'est vraiment, ça me fait vibrer, je veux me lancer sur un nouveau truc, je sens que c'est un truc qui m'anime, je vais vraiment être dans l'hyper-performance. Mais finalement Intéressant. contre moi-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le classement carrément. c'est toi-même. Je vois très très bien. Et c'est marrant parce que moi, tu vois, typiquement, le classement, c'est quelque chose qui me rend hyper anxieux. Tu vois, ça me rappelle ma prépa où, tu vois, en fait, pour l'info, pour les auditeurs, en prépa, donc littéraire, dans mon cas, on rend les Ah, copines. prépa littéraire. T'inquiète, j'ai un Un master joueur de bolas? J'ai un master de littérature. Oh waouh! Exactement, exactement. C'est les gros babos. Je- Moi j'appelais ça le bac lecture. Et du coup, Je- c'est ça la référence Je des marchais bolas. sur la slackline avec les dreadlocks, exactement. Et je sentais mauvais aussi. Bah désolé, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les auditeurs, s'il y en a qui sont dans cette situation-là, vous m'envoyer un MP, on peut en parler, y a pas de problème. Et du coup, avec le classement, tu vois, j'avais toujours la boule au ventre parce que j'étais dans les derniers en anglais. Tu vois, au début, je croyais que j'étais hyper fort en anglais. Ouais. Du coup, je suis allé en spé anglais. Et en fait, je me suis tapé 1 de moyenne dans ma deuxième année toute l'année. Tu vois. Ah, Ah, waouh! c'était pas beaucoup. Ouais, c'était Pour même- l'encre, quoi. Je suis vraiment passé en mode négatif, même à un moment donné, sur les versions et les thèmes. C'était assez rude. Oh waouh! Ouais, du coup, je me suis dit, peut-être prof d'anglais, c'est pas forcement le meilleur truc. C'est ce que je voulais faire. Mais tu voulais être prof, donc je tu vois, voulais il y a être quand même l'ADN de la transmission, des choses. Donc tu n'aimes pas que écraser les autres finalement. Non, Regardez, non, je suis crac, plein crac, d'amour. crac. Je suis plein d'amour. Il a un cœur contre toute l'attente. Ouais, il paraît, je crois. Il est caché. Justement, la prochaine question, c'était comment t'étais enfant? C'était quoi? Enfin, ouais, t'étais quel type d'enfant? Enfant, j'étais. En fait, je pense que je suis un petit peu la même adulte. T'es toujours une enfant, du coup. Ouais, alors ça, c'est vrai. Ouais. Mon mec dit souvent que je suis son 4e enfant. D'ailleurs, tu as parlé du syndrome de Peter Pan, je crois, dans un Ouais, dans un à de tes fond. posts. Ah, mais moi, enfin vraiment, là en ce moment, je travaille que avec mon alternante la journée. Et vraiment, le midi, on mange des madeleines. Enfin, c'est vraiment Génial. n'importe quoi. C'est limite Choc-à-Pic. C'est la Choc-à-Pic Academy. Oui, moi, je suis complètement une ado. Et je pense que... j'ai oublié ta question. Comment j'étais enfant? Ouais.
Comment j'étais enfant? J'étais honnêtement pas très loin d'aujourd'hui, c'est-à-dire, j'étais hyper, animée par l'envie d'apprendre en permanence. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec le concept de divertissement en général. Ok. Je tire mon divertissement de l'apprentissage. Donc c'est des personnes, assez clivantes en cours, qui s'assoient toujours au premier rang, qui prennent tout en notes. J'avais quand même beaucoup d'amis parce que du coup, je faisais passer mes notes. J'étais assez connue dans les classes pour ça. Hermione Euh, Granger. et j'ai même fait les disserts de philo de mes potes pendant très longtemps, Wow. en échange de quelques réponses en physique-chimie, évidemment, parce que on n'est pas des bêtes. En tout cas, comment j'étais, je construisais beaucoup de choses. Je lançais des produits et des services déjà à l'époque parce que j'adorais me sentir utile. Et tu vois, autant dans ma famille, on n'est pas du tout mercantile. Moi, j'ai été élevée, mes parents, ils sont fonctionnaires, profs, Putain, moi aussi. éducateurs spé. Ma mère, directrice de crèche. Mon père, après, photojournaliste. Enfin, on m'a jamais appris, tu vois, le business et tout. Et franchement, c'est pas du tout un truc qui me fait battre le cœur. Par contre, ce qui me fait battre le cœur, c'est qu'on ait besoin de moi. Putain, c'est Ça, j'adore. Et du coup, déjà, quand j'étais gamine, tu vois, dès que je ramassais des coquillages à la plage et tout de suite, j'étais là, ok, ces coquillages sont en fait une monnaie. Et grâce à cette monnaie, je vais créer une micro-société où en fait mes parents devront me payer en coquillages. Et du coup, je créais des flux circulatoires avant le Bitcoin. On peut dire que Incroyable. j'espère que tu citeras, elle a inventé le Bitcoin. Elle invente le Bitcoin à l'âge de 5 ans. Non, mais pour le coup, quand j'avais, plutôt, je pense, 11-12 ans pour pas faire trop Oussama Hamar. Putain, je t'ai mis tous les mots-clés pour tes reels là. J'espère, franchement, je vais t'envoyer une facture à la fin du podcast. Génial. Allez, c'est parti. En tout On cas, le salue d'ailleurs. j'avais besoin, tu vois, je commercialisais des massages, des petits soins à ma mère, des petites choses comme ça. Tout ce qui était utile, genre aller lui acheter ses cigarettes. Et j'avais déjà repéré en fait tous ses besoins. Et l'idée, c'était de commercialiser, mais tu vois, même pas forcément pour gagner de la thune. Ouais. Parce que souvent, j'avais ma monnaie coquillage. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est plutôt qu'on vienne me solliciter et de sentir que j'étais utile et désirée. Et en fait, le besoin d'amour, tout simplement, j'ai envie de Trop dire. drôle. Mes parents sont profs du coup. Ouais. Et j'avais un business de pâte à modeler à Oh, l'école. waouh! Pas mal, hein. Voilà, je pense Bah que ouais. magnifique. Mais du coup, raconte, il y a plein de choses à faire avec la pâte à il y a modeler. plein de trucs à faire. J'avais modelé Ouais. des petits machins que je vendais et c'est des sous que je donnais au Téléthon. Oh, ah non, Voilà. mais là, c'est un post LinkedIn que tu nous fais, là. C'est un Je banger. pourrais- Et en fait, je Le me dis, tire-larme. je me dis, mais je pourrais faire ça exactement. Et Ouais. malgré tout, j'ai été Et humiliée en malgré- direct par un de mes profs qui refusait que j'aide les autres. Et c'est comme ça que j'ai fini millionnaire. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'accord, donc, mais attends, t'as commercialisé tes pâtes à modeler, Ouais. tu dois être sacrément manuel. Hein. Pas du tout. Non, ça c'était pas l'idée Ok. par contre. Hein. Non, par contre, je demandais à ma mère de m'aider. Et c'est en fait le Ah, moment où Silver Economy, il faisait bosser les vieux. ma C'est pauvre pas maman. bon, ça. Ok, je vais lui envoyer ce podcast. Tu vas voir qu'en plus c'est une des meilleures auditrices. Je t'assure Ah, qu'elle et bah va pas parfait. être contente. Bah, au contraire, j'espère que j'aurai un petit message J'espère bien, oui. de haine. La dernière question, et ça je te l'avais donné en amont. Ouais, C'est quoi la pensée contrarienne que tu peux avoir? Contrarienne, c'est un peu la chose controversée ouais. que tu peux en donner plusieurs si tu veux, Ouais. si tu sais pas choisir. J'adore parce que déjà, moi je dis tout. Tu m'as dit, je t'ai prévenu en amont, tu te fous de moi. Tu m'as prévenu à partir du moment où je me suis assise sur le siège 5 minutes avant de commencer le podcast. Elle On ment. dirait. Elle ment. Elle ment. Tu sais, c'est trop les trucs des managers. Oui, je t'ai prévenu Ça en amont, va, 5 minutes avant la et, réunion, qu'il fallait que tu présentes 12 slides. C'est mes restes de salariat qui se coulent dans mes veines. Ouais, les auditeurs, ils doivent se dire, mais j'en ai une qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'ils ont pris avant ce podcast? J'en ai une, ils vont se dire, mais l'ayahuasca, en fait, c'était juste avant de prendre le podcast. Ils viennent d'aller vomir, en fait. Là, il y en a une qui me vient immédiatement en tête, et je pense que c'est la chose sur laquelle je suis probablement le plus critiquée. J'ai un peu de mal avec le féminisme revendicatif. Et en fait, moi, je me fais souvent reprendre, retoquer sur des trucs comme l'écriture inclusive et tout. Et je trouve qu'il n'y a pas plus exclusif que d'aller tout le temps faire la police des mœurs, mettre mal à l'aise les gens en commentaire en disant t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, pointer et épingler les gens, faire du social counseling. Et en fait, c'est tellement difficile en plus de dialoguer avec ces personnes que souvent quand je fais des posts là-dessus en disant attention, la logique de l'inclusion, c'est justement de ne pas pointer les autres du doigt. Le féminisme, c'est pas une guerre contre les hommes, c'est plutôt genre une guerre pour l'égalité. Et en fait, c'est aussi une histoire d'hommes. Parce que, en fait, je te donne un exemple tout bête. Moi, je me rends compte parfois que j'ai des propos sexistes. Et je te donne un exemple. C'est un de mes potes, il n'y a pas longtemps. Il me dit « Ah, en ce moment, je vois pas mal ma copine Laura. »
Et je dis: Laura, en plus, elle est hyper jolie et tout. Et il me dit: Bah ouais, mais Caro, enfin, surtout, elle est intéressante, quoi. Et du coup, il me dit: Pourquoi est-ce que toujours, genre, quand on parle d'une fille, il faut dire jolie? Et tu vois, c'est un mec qui m'a repris à l'ordre parce que, en fait, j'ai fait un commentaire sexiste. Et en fait, je Ouais, pense on a tous des choses à apprendre encore de comment est-ce qu'on modifie un système de pensée dans lequel on a grandi. ouais, Et la meilleure façon pour que les gens ils en prennent conscience et qu'ils l'intègrent dans leur comportement, c'est de les faire se sentir valorisés et faire partie de l'aventure. Donc si tu es là en train de dire oui, attention, j'ai noté que... Et je trouve que malheureusement, beaucoup, pas d'icônes, mais tu vois, de militantes féministes, maintenant, on voit une partie très radicale qui, moi, me fait complètement flipper et qui, en fait, va éteindre des gens, qui va traîner les gens dans la boue, qui va... Enfin, moi, par exemple, le harcèlement, c'est un truc ça me fait trop de peine. Et j'ai envie de dire, même si quelqu'un est coupable, c'est la justice qui doit s'en occuper. T'as pas à faire le tribunal populaire, t'as pas à l'humilier en public, t'as pas à faire souffrir les gens. Et ça, c'est un combat qui est hyper clivant chez moi. Et il y a plein de gens, même, tu vois, ça m'a fait beaucoup de mal sous mes posts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en fait, je défendais les agresseurs. Et typiquement, que mon discours protégeait des mecs qui avaient commis des viols. Et encore une fois, tu vois, je me disais, mais comment on en arrive à un propos aussi polarisé, où quand tu dis attention à pas utiliser des méthodes que tu dénonces, c'est-à-dire souiller, humilier, accuser. ouais. En fait, comment on en arrive à genre me dire que je couvre des auteurs de viol. Et là, il y a pas longtemps, je me suis fait allumer sous un de mes posts que je trouve assez tempéré par des nanas qui m'ont fait sentir justement hyper mal, avec des commentaires publics qui disaient c'est une honte, des nanas qui m'ont bloqué. Et en fait, je suscite leur haine juste parce que je suis pas pour que on utilise des méthodes qui sont pour moi punitives. Et pour moi, c'est pas le rôle des civils de punir, c'est le rôle de la justice. Hyper intéressant. C'est un sujet qu'on a bien exploré avec Fanny Nussbaum, parce qu'en fait, elle, son parti pris, c'est de dire que justement, ces mouvances un peu extrêmes, c'est un peu castrateur pour les hommes, et en fait, c'est comme ça que tu casses en fait la performance dans une Mhm. société, et notamment la dynamique d'excellence, tu vois. Et intéressant en tout cas. Merci pour ce parti pris assez clément pour le coup. J'espère que je vais pas les réénerver Et j'espère. sous tes En commentaires. vrai, moi, j'espère que oui. J'espère que oui pour le reach. Le rich, Merci Caroline, c'est trop cool. avec plaisir. Alors, il y a deux questions qui restent avant qu'on se fasse toquer. Première question, c'est comment on résume l'épisode. Bon, alors là, c'est bon courage les gars, bon courage. Comment on résume l'épisode? Ouais. Euh, Normalement, ça c'est le travail du podcasteur, mais en fait, ouais. autant te dire que là, je me mets pas dans ce bourbier, hein. Comment on résume l'épisode? Ce sera le premier épisode de système où on Ouais. n'est pas allé jusqu'à la fin, puisque je vous ai donné que la partie 1 de mon système que j'avais pourtant préparé. Oh, c'est C'était vrai. la partie test. Ah non, mais j'ai commencé, en plus j'étais cadrée. On peut pas dire que je sois Mais pas c'est cadrée vrai. comme personne. J'ai commencé, j'étais la partie 1, le test, j'ai déroulé la méthodo, et le 2, il est jamais arrivé. Et les gars, il y a quand même 4 parties dans mon système pour pouvoir justement créer votre écosystème, parce que j'avais tout prévu, même ma conclusion, et il m'a Et je t'avais complètement prévenu hacké vachement en avance en plus, donc il m'a hacké mon épisode. Mais du coup, c'est top. On donnera rendez-vous dans un prochain épisode. Il y aura une Partie partie 2 semestre prochain. Ou exactement. peut-être quand tu seras à l'étranger. Ouais, on va faire ça, je pense, partie 2. Pour créer Mais ton attends, écosystème. Avoue que c'était sympa en mais- plus, mon mais truc. En vrai, Je voulais te c'était surprendre. hyper cool. Mm. Et tu vois, encore une fois, c'était conversationnel. J'ai oublié, je suis désolé. Mais il y a quand même pas mal de valeur en vrai. Mm. Non, on s'est marré quand Je même. pense qu'il y a du concret. Et voilà, étape 1 pour créer votre écosystème. Vous l'avez. Faites des tests. Rendez-vous pour l'étape 2. Merci Caroline. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors Partout. partout, la partie où je réponds le plus, je pense que c'est Instagram. Les MP LinkedIn, il y a trop de gens qui essayent de me vendre des photocopieurs ou du management d'équipe. On Donc peut pas leur plutôt vendre un cours Instagram de copywriting à ces personnes-là, en vrai. Tu vois, ou des sales, des tu vrais vois. sales. Ouais. C'est marrant, j'en connais en plus. Ouais, Si jamais ouais. vous avez besoin, vous savez pas trop comment vendre, bon bah dites-moi. Le Calendly sera dans les ressources de l'épisode. En tout cas, ouais, Instagram et honnêtement dans les commentaires de système. Vous savez que le meilleur moyen pour qu'on vous réponde, c'est d'abord show some love. Donc allez-y, envoyez-nous des petits commentaires, soyez une cheerleader et puis derrière, évidemment, qu'on aura à cœur de vous aider aussi si on le peut. Trop cool. Merci Caroline, c'était trop marrant. On s'est
Enfin, moi, j'ai passé un super moment. Moi aussi. C'était un peu nawak, mais quelle expression de boomer d'ailleurs. Et c'était Ouais. c'est C'était nimp. c'est nimp. Franchement, c'était vraiment nimp. Merci Caroline Hermione Granger pour ce podcast, c'est trop cool. Mes petites beautés, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous êtes marrés autant que moi, parce que je me suis beaucoup marré. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.